Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de 20h Le Rattrapage, votre émission qui décrypte les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner ce soir, Monique de Marco, bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes la nouvelle sénatrice Europe Écologie Les Verts de la Gironde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes ensemble pendant une demi-heure et pour commencer, je vous propose de revenir sur les élections sénatoriales qui se sont déroulées dimanche dernier. 23 sièges étaient à renouveler dans 9 des 12 départements de notre région et vous avez créé la surprise puisque vous êtes la première écologiste à être élue en Gironde à la Haute Assemblée. Après la victoire de Pierre Urmic à la mairie de Bordeaux, vous avez réussi à transformer l'essai des municipales. Oui, tout à fait. C'était une heureuse surprise, bien évidemment, sachant que nous avions une liste écologiste rassemblée, pas seulement Europe Écologie Les Verts, mais également Génération Écologie. Et au-delà de la ville de Bordeaux, je me suis rendu compte qu'en définitive, c'était aussi d'autres communes qui avaient commencé à travailler sur des programmes de transition écologique. Et c'est pas seulement Bordeaux, pas seulement l'urbain, mais également le périurbain et le rural. Et nous sommes engagés auprès de ces communes, de ces grands électeurs, de ces maires que nous avons rencontrés pendant la campagne, de poursuivre ensuite le lien avec eux dans la suite. Vous avez bénéficié de cette vague verte. Alors, la vague verte, mais il n'y a pas eu seulement la vague verte, il y a eu également la Convention citoyenne pour le climat qui a quand même apporté 149 propositions, qui commencent à être un peu rabotées, détricotées. Vous avez également donc des initiatives citoyennes qui commencent à être connues, que ce soit des jardins partagés, des villes, des projets de transition. Et tout ceci alimente un petit peu le fait que l'écologie est devenue centrale et est devenue une préoccupation. Alors au Palais du Luxembourg, vous êtes désormais 12 sénateurs écologistes, ce qui vous a permis de former un groupe que vous n'avez pas à l'Assemblée nationale. Quelles seront vos priorités ? Alors ce groupe-là, nous n'avons pas de députés à l'Assemblée nationale et nous avons ce groupe de 12. Alors pas seulement des gens d'Europe Écologie Les Verts, mais d'autres personnes qui sont rassemblées autour du projet. Eh bien, nous allons travailler justement sur des projets de loi. Nous allons faire des amendements, des questions écrites, des questions orales, ce que nous ne pourrions pas faire si nous étions seuls. Donc un groupe, c'est beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de possibilités d'intervenir sur les projets de loi et ce qui se passe au Sénat. Alors au Sénat, l'un des objectifs de votre groupe sera aussi de faire avancer la transition écologique et sociale dans les territoires. Le social, justement, parlons-en. En pleine période de crise sanitaire, le Secours populaire tire la sonnette d'alarme face à une flambée inédite de la pauvreté. Regardons ce reportage tourné à Limoges. Monique de Marco, on en parle juste après. Comme chaque semaine depuis le confinement, cette étudiante se rend dans cette épicerie associative pour récupérer un peu de nourriture, de quoi tenir quelques jours seulement. J'ai travaillé avant le confinement et après j'ai dû arrêter. Et depuis ce moment, c'est très difficile à trouver du travail. J'ai cherché pendant tout l'été, c'était compliqué. Je n'ai pas trouvé et à ce moment-là, j'ai un petit travail à l'université, un peu des heures, mais pas plus. Ça ne suffit pas pour vous ? Non, pas du tout. Comme Mariana Pignérois, ils sont très nombreux cette année à avoir sollicité de l'aide pour s'alimenter. Dans son baromètre annuel, le Secours populaire alerte sur une explosion des demandes depuis le début de la crise sanitaire. 1 270 000 personnes pendant les 2 mois de confinement, parmi lesquels 45% de nouveaux bénéficiaires. Vous voulez prendre rendez-vous pour l'aide alimentaire ? Après une accalmie pendant l'été, les bénévoles et salariés de l'association assistent au retour des personnes précaires en ce mois de rentrée, comme Delphine, qui se rend ici tous les mois. Parce que j'ai 4 enfants à la maison et il y a 6 bouches à la maison, donc à la fin du mois, on n'a plus rien. Parmi toutes ces personnes venues chercher de l'aide, beaucoup de nouveaux profils, victimes de la crise. Dans un certain nombre de familles qui dépendaient parfois de petits revenus liés à de petites activités qui ont disparu malheureusement avec le confinement, à des difficultés aussi de non-paiement par exemple de pensions alimentaires dans des familles monoparentales, que beaucoup de familles ont dû avoir leurs enfants pendant toute la période de confinement qui ne mangeaient plus à la cantine et pour lesquels il a fallu assumer les repas tous les jours. 1000 familles sont actuellement prises en charge par le Secours populaire en Haute-Vienne, qui craint une augmentation de ce chiffre si la situation sanitaire devait encore s'aggraver. Alors, cette flambée de la pauvreté, c'est une situation inédite en France depuis la Seconde Guerre mondiale.
En plus d'être sénatrice de la Gironde, Monique de Marco, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Talence. Cette précarité, vous la côtoyez. Comment l'endiguer aujourd'hui ? Alors donc on la côtoie depuis un certain temps et ça s'est du moins accentué avec le confinement et cette crise sociale actuellement. Moi je vois le travail que font les bénévoles, aussi bien le Secours populaire, le Secours catholique et également la Croix-Rouge et plein d'autres, Restos du Cœur, sur notre commune qui ont fait des appels justement à ce que les personnes puissent participer à apporter des aliments parce qu'effectivement, ils se trouvaient en grosse difficulté pour pouvoir donc accompagner ces personnes en grande difficulté. Sachant que cette crise-là, elle ne fait que commencer. Oui, puis le visage de ces personnes a changé également. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Ah oui, de plus en plus. Et donc je suis très inquiète pour l'avenir. Je suis très inquiète en me disant qu'il faut à tout prix que les pouvoirs publics puissent accompagner justement toutes ces personnes et également tous ces bénévoles qui finalement passent du temps, de l'énergie et qu'il faut à tout prix que l'on puisse les aider à continuer ce travail qu'ils font. Vous parliez des Restos du Cœur, ils attendent 20% d'augmentation des bénéficiaires pour cet hiver. La crise risque d'être encore plus rude. Oui, parce qu'on n'est que le début de la crise là actuellement et je pense qu'elle va s'accentuer. Et puis maintenant, une activité reprise, c'est-à-dire que les enfants peuvent manger à la cantine, les étudiants peuvent revenir au resto, ce qui n'était pas le cas pendant le confinement. Et ça mettait quand même des gens en grande difficulté, des familles en très grande difficulté pour pouvoir avoir une alimentation correcte. Alors on l'a vu depuis la semaine dernière, la situation sanitaire se tend dans la région. Dans la métropole bordelaise, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur lundi dernier, comme la fermeture des bars à 22h. On regarde. C'est le signal, celui d'une dernière gorgée en vitesse pour profiter des quelques minutes restantes. Aux terrasses des bars bordelais, c'est la surprise parmi certains clients. Les plus prévoyants sont venus en avance. C'est nécessaire, c'est normal, c'est les règles et on les suit. On s'adapte. Ouais. Je crois que l'adaptation, c'est le maître mot du moment. Chaises empilées et tables nettoyées, en quelques minutes, les trottoirs sont vidés. Tout se déroule dans le calme, mais la mesure ne fait pas l'unanimité. C'est pas vraiment que ça m'embête, mais disons qu'on voit qu'il y a vraiment des priorités entre les loisirs et le fait d'aller travailler derrière, quoi, parce qu'on voit que les bars ferment à 22h, mais par contre tous les transports en commun et tous les moyens qui nous permettent d'aller travailler ou faire des études ou quoi que ce soit, ça reste quand même ouvert. Après un été plutôt bon, c'est un nouveau coup dur pour ce bar. L'équipe a déjà été réduite. Un serveur parti à la rentrée n'a pas été renouvelé. Les gens, ils dépensent plutôt après 22h, ils ont envie de faire la fête et donc ils consomment beaucoup plus après 22h. Donc on travaille plus longtemps en journée, mais il n'y a pas forcément beaucoup de chiffres, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent dans les bars la journée, donc c'est compliqué. Cette fermeture anticipée est prévue pour 15 jours. Clients et barman croisent les doigts pour qu'elle ne soit pas prolongée. Alors depuis quelques jours, la situation s'est quelque peu améliorée dans l'agglomération de Bordeaux puisque nous sommes passés de 145 à 102 cas de personnes positives au Covid-19 sur 100 000 habitants. Mais on sent quand même qu'il y a un décalage entre la prise de conscience des professionnels et puis les patrons de bars, les consommateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce décalage ? Je me demande si ceci a bien été concerté parce que j'ai l'impression qu'en définitive, cette décision est arrivée très rapidement. 10 heures, pourquoi 10 heures ? Je comprends tout à fait donc les personnes qui tiennent des bars à s'interroger de la façon dont ceci a été brutalement décidé, vraiment sans concertation, je pense, avec les municipalités et avec donc les personnes concernées. Ensuite, je remarque du coup qu'après 10 heures, il y a beaucoup de jeunes dans la rue, sans masque, en train de boire et de consommer. Et ce qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on a repoussé ce qui se passait dans un endroit où il y avait des règles strictes, à un laisser-aller finalement à l'extérieur dans la rue ou chez les uns et chez les autres. Alors ces restrictions, vous dites, sont un coup dur pour les patrons de bars, mais aussi pour les chefs d'entreprise du secteur de l'événementiel. Dans les départements placés en zone d'alerte, ils font face à l'interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes. C'est le cas notamment en Charente, comme vous allez le voir dans ce reportage tourné à Soyaux, près d'Angoulême. Un carnet de commandes bien maigre et une grosse incertitude pour l'avenir. Tout est en suspens depuis vendredi, depuis l'annonce de la préfecture. Voilà.
Cette boucherie, charcuterie, traiteur, spécialisée notamment dans les mariages et les cocktails d'entreprise, travaille déjà d'une manière différente pour anticiper l'interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes. Aujourd'hui, on sert principalement tout ce qui est lié à de la formation, à des réunions de travail sous forme de plateau repas, de choses très individualisées. De l'adaptation aussi du côté des salariés pour l'activité traiteur de l'entreprise. Tu vas être dans le timing pour aller livrer pour midi ? Oui. C'est bon ? Ok, super. Quand une commande tombe aujourd'hui pour dans 2 ou 3 jours, en effet, je peux rappeler en urgence le personnel qui est au chômage partiel. On a jusqu'à 1000 chaises sur un modèle, 400 de celles-ci. Ici aussi, on s'attend à de nombreuses annulations dans les semaines à venir. Cette entreprise, qui loue du matériel dans l'événementiel, attendait l'automne avec impatience. Sur la période d'octobre, il y avait quand même des personnes qui étaient prévues sur mai, qui ont décalé sur octobre. Donc là, les mariages sont complètement remis en question, quoi. Donc, voilà. Mais l'entreprise ne travaille pas uniquement en Charente. On a l'avantage d'avoir une antenne sur Saintes. Donc tout ce qui est Charente-Maritime, qui n'est pas encore en zone rose, n'est pas encore bloqué. Nous, sur Angoulême, on s'occupe aussi de la Dordogne, qui n'est pas encore impactée. Ces professionnels sont inquiets à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous sommes toujours sur le plateau de 20h, le rattrapage, en compagnie de Monique Demarco, sénatrice Europe Écologie Les Verts de la Gironde. On poursuit avec ce sujet qui fait beaucoup de bruit depuis quelques semaines déjà. Si je vous dis 5G, qu'est-ce que vous me répondez ? Vous allez lever les yeux au ciel. Alors moi, je vous réponds tout de suite. Convention citoyenne, engagement du président de la République Emmanuel Macron d'un moratoire sur la 5G. Et au final, lancement donc des enchères pour la 5G sans tenir compte de cet engagement qu'il avait pris. C'est une désillusion ? Ah oui, fortement, parce que là, c'est à marche forcée et je pense que ces 149 propositions qui commencent à être détricotées, comme nous disions, jusqu'où va-t-il aller ? Donc moi, ce que j'attends dans des engagements du président, c'est-à-dire quand il s'engage, c'est qu'il les tienne et que ce soit suivi d'actes. Et là, donc, ce n'est pas un acte, c'est au contraire une grande régression. Alors 5G, ça me rappelle les combats qu'il y a eu précédemment également contre les compteurs Linky, mais aussi sur les antennes relais qui étaient déjà installées sans aucune concertation près d'écoles, près de maisons de retraite, etc. Et je comprends la mobilisation qui est actuellement, les moratoires qui sont en cours, c'est-à-dire que beaucoup de municipalités, je crois une trentaine, ont mis des moratoires, ont demandé des moratoires sur l'installation de la 5G, et puis des collectifs de citoyens qui s'inquiètent déjà sur ces antennes qui seront à proximité de leur habitation, d'écoles, de crèches. Alors, en plein climat de défiance sur la 5G, des habitants de la commune d'Izon en Gironde s'opposent quant à eux à l'installation d'une antenne 4G. On regarde ce reportage. Un paysage champêtre, quelques maisons et le château d'Anglade sur la commune d'Izon. Ce cadre paisible connaît aujourd'hui une belle agitation. L'opérateur téléphonique Bouygues a décidé la construction d'une antenne relais ici, sur cette parcelle, située en zone classée Natura 2000. Un collectif d'habitants a décidé de s'y opposer. Il faut savoir que sur Izon, on a pas mal de populations d'oiseaux, par exemple, protégés qui ne vivent qu'ici, parce qu'on est une ville avec pas mal d'étangs et de lacs. Il y a aussi des visons. C'est une nature dont profitent tous les Isonnais et on va se retrouver avec une antenne de plus de 30 mètres de haut. Ces arbres font à peu près 20 mètres, ça vous donne un petit peu l'idée de la hauteur de l'antenne. La construction de cette antenne n'a pas besoin du feu vert de la commune. Et voilà donc un maire, pieds et poings liés. Juridiquement, en tout cas, on n'a pas de prise pour empêcher cette installation, en tout cas à ma connaissance à ce jour. J'espère bien qu'en creusant un petit peu, on va trouver une prise. Mais juridiquement, la loi Elan semble faciliter l'installation d'antennes relais. Et donc je suis un peu à poil, quoi. Il ne reste plus que ce collectif pour s'opposer à cette antenne relais. On sait très bien que pour qu'il y ait quelque chose, pour que notre parole se fasse entendre, il va falloir aller jusqu'au contentieux. Pour l'heure, 1500 signatures figurent au bas de cette pétition de protestation et une manifestation est d'ores et déjà prévue ce samedi 3 octobre. La manifestation s'est donc déroulée aujourd'hui. Ce reportage, il vous a fait réagir. Oui, parce qu'il faut réaliser que maintenant, pour mettre des antennes relais, il n'a plus besoin d'avoir d'autorisation. Normalement, la municipalité a visé l'implantation d'antennes,
Mais maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que n'importe quel opérateur peut choisir un endroit avec l'accord du propriétaire pour monter une antenne. Alors comment faire? Il faut absolument qu'il y ait ces collectifs citoyens qui se Oui, montent. oui, des lanceurs d'alerte en disant, regardez, là je comprends tout à fait, zone Natura 2000, un endroit préservé, donc une antenne relais d'une, je ne sais plus de combien de hauteur, mais qui, à leur sens, va défigurer le paysage. Et puis il n'y a pas que l'idée du paysage quand même. Il y a quand même des études d'impact à avoir sur ce type d'antenne. Oui, parce qu'on parle d'un moratoire sur la 5G, mais la 4G est concernée également. Oui, également, mais ce ne sont pas les mêmes ondes. Enfin, je ne veux pas entrer dans le technique, mais chaque fois, je pense que pour une antenne, il faudrait avoir une concertation autour de cette implantation. On a souvent l'impression aussi que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Écoutez, peut-être, mais imaginons quand même que nous avions des engagements d'avoir la fibre partout. La fibre, c'est quelque chose qui nous permet d'être, je pense, aussi performant que la 5G. Donc, déployons la fibre. Je pense que c'est intéressant. Ce n'est peut-être pas le même usage pour les antennes, mais je pense qu'il faut plutôt accentuer cette irrigation de la fibre sur le territoire. Qu'il n'y ait plus de zones blanches. Oui, parce qu'il y a beaucoup de zones blanches encore en Gironde et on parle de la 5G alors que... Et dans la région, en Creuse, en Dordogne. Ah oui, dans toute pour connaître bien la Nouvelle-Aquitaine, vous avez beaucoup de zones blanches encore et on parle d'une technologie soi-disant performante alors qu'on n'a pas fini de déployer les engagements que nous avions sur la fibre. Alors poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine avec ce sujet, le report au mois de janvier de l'expérimentation thérapeutique du CBD, le cannabis sans effet psychotrope. Verra-t-on un jour en France une production? Monique de Marco, on regarde ce reportage tourné en Creuse et on en parle juste après. Côté champ, tout va bien. Comme l'an passé, le chanvre creusois a bien supporté les aléas climatiques et la récolte bat son plein. Pour sa deuxième année de test, Joanie Chatou a vu grand 15 hectares de chanvre, dont 3 en récolte manuelle, spécialement pour la fleur. Là, on est en train de défeuiller avant la récolte, et puis après on va mettre au séchoir. Et puis sinon, on a aussi essayé la méthode allemande des pays de l'Est, où on a fait des semis de plein champ, 25 kg hectare. 2 à 300 kg de fleurs à haute valeur ajoutée d'un côté, près de 10 tonnes de récolte mécanisée pour l'extraction de l'autre, et tout ça pour la beauté du geste, car pour l'instant, s'il a le droit de produire, Joanie Chatou ne peut ni vendre la fleur ni la transformer, il ne pourrait que l'exporter à perte. Alors malgré 2 ans d'investissement matériel et humain, il stocke et ne voit rien venir du côté législation. L'élevage, c'est déjà compliqué, donc on était parti sur la valorisation du chanvre pour justement créer de la valeur ajoutée et puis économiquement gagner mieux notre vie qu'en étant éleveur. Et effectivement, si demain on n'a pas les autorisations, financièrement, ça va être très compliqué, quoi. Et pourtant, co-présenté mercredi dernier par le chanvrier et Éric Correia, ce projet de filière française bien-être et thérapeutique a reçu à l'Assemblée un accueil très favorable. L'élu creusois ne sait plus quel levier activer. Malgré la force de ces députés, rien ne bouge. Et c'est là où on se pose la question, parce que même le président de la République, encore une fois, l'a dit il y a un an, il est pour. Il est pour non seulement l'usage médical, bien-être, mais également pour autoriser des filières de production locale à La Réunion et en Creuse. Pourquoi ça ne se met pas en œuvre? Qu'est-ce qui se passe? Alors que potentiellement, Joanie Chatou pourrait créer 7 emplois à temps plein à l'année et plus d'une quinzaine sur les mois de récolte. Aujourd'hui, il en est à craindre pour l'avenir de son exploitation. Seul espoir, voir enfin valider l'expérimentation thérapeutique. Ce serait un premier pas. Alors c'est un vaste sujet, le cannabis thérapeutique. Il y a plusieurs problématiques. Tout d'abord, comment expliquer ce retard législatif? Ah non, là c'est surprenant qu'on n'arrive pas à avancer sur ce dossier parce qu'en définitive, regardez l'aberration, on peut cultiver, mais on ne peut pas commercialiser. Donc, on peut l'exporter, on peut l'exporter, mais malheureusement à perte. Donc après, nous allons demander donc aux produits, ces produits-là, qui reviennent en France de façon à être vendus sous forme thérapeutique également, parce que c'est autorisé sous forme thérapeutique. Mais il y a une aberration dans ce système-là. Et je comprends très bien que certains députés se sont emparés de cette question, surtout qu'il y a des collectivités locales qui ont financé donc, ces expérimentations. Et nous sommes devant un problème là qui n'arrive pas à être résolu. Est-ce que vous comptez, vous aussi, au Sénat, vous emparer de cette question? Je suis à la disposition, justement, de ceux qui le souhaitent pour
envisager justement au Sénat d'intervenir sur ce sujet. Il y a une autre problématique qui est évoquée dans ce reportage, c'est le revenu des agriculteurs. Ils développent cette culture. En Creuse, les agriculteurs ont l'un des revenus les plus bas de France. Qu'est-ce que ça vous inspire là aussi? Quel est votre sentiment? Mais je pense qu'au début, je pense que cette culture a été financée justement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on voulait maintenir en Creuse une forme d'agriculture et aider à ce développement. C'était une des solutions puisque la Creuse était relativement bien adaptée à cette culture. Donc aujourd'hui, faisons en sorte que ça puisse perdurer et faisons en sorte que ce problème législatif puisse être dépassé. Je pense également aux patients qui attendent cette expérimentation. Et oui, parce que vous pouvez faire venir ce type de produit de n'importe quel autre pays, d'une façon tout à fait légale. De nombreuses associations aussi se battent qui militent pour ce cannabis thérapeutique qui pourrait soulager des douleurs neuropathiques, des formes d'épilepsie sévère, la sclérose en plaques, certains cancers. Oui, mais les médecins peuvent justement prescrire, mais sans pouvoir indiquer d'où ça vient. Mais en définitive, c'est une solution, c'est-à-dire si nous pouvions légaliser ce type de produit ici, ça serait tout à fait quelque chose que des personnes qui sont en souffrance attendent depuis longtemps. Toujours au chapitre agriculture, intéressons-nous à présent aux sécheresses estivales qui poussent les agriculteurs à trouver des solutions alternatives, notamment pour abreuver leur bétail. Reportage en Creuse. Moi, mon installation est faite avec des panneaux solaires et une pompe solaire qui alimente 30 hectares et une trentaine de vaches. Chez Cyril Pailloux, c'est le soleil qui amène l'eau à une centaine de ses mères vaches. Il y a un an, cet éleveur a installé son deuxième abreuvoir solaire. Un système tout simple et peu onéreux, 2 000 € qui lui épargne la corvée d'eau quotidienne pour aller abreuver ses troupeaux. Là, on n'a pas de compteur électrique, donc une pompe solaire qui pompe dans une cuve, qui fait tampon avec des niveaux constants et qui ralimente dans les champs avec des tuyaux, des bacs. Moi, je suis très content du système. Je vais continuer dans ce système-là dans d'autres parcelles. En version mobile ou en version fixe, ces abreuvoirs étaient il y a peu encore des prototypes. Ils intéressent aujourd'hui plus d'un éleveur. C'est un système qui est relativement simple et qui, je pense, qui peut se transposer sur d'autres exploitations. C'est facilement reproductible, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu voir ça. Gagner son autonomie en eau après 3 sécheresses successives, l'enjeu est désormais vital pour la profession, souvent réduite à pomper sur le réseau d'eau potable, faute de ressources. L'objectif de ce deuxième rallye de l'abreuvement, c'est donc de présenter les solutions les moins onéreuses et dans les clous de la législation. La retenue collinaire, c'est une solution. Le forage en est une autre. Le captage de sources, les puits, ce sont d'autres solutions. Et en fin de compte, chaque agriculteur est un cas particulier, je dirais, et la solution, elle est particulière suivant pour chaque exploitation. Forage, captage, pompage, reste à faire son marché d'idées cette semaine parmi les 5 exploitations témoins, sachant que désormais les éleveurs peuvent compter sur l'aide de la région à hauteur de 40% des travaux. Non loin des champs, direction la forêt à présent, où vous vous êtes peut-être rendu récemment, Monique de Marco, pour cueillir des champignons. C'est de saison. Mais attention, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, tire la sonnette d'alarme. Les applications sur smartphone qui permettent de comparer, d'identifier les espèces comestibles des espèces toxiques ne seraient pas fiables. Regardez ce reportage tourné en Dordogne. Même en pleine forêt, elles sont plus faciles à trouver que les champignons. Elles, ce sont les applications spéciales champignons. Picture Mushroom, Champignouf, Boletus Light ou encore Déclic Champi, entre autres. Dans le maquis des supports téléchargeables, leur poussée a convaincu les amateurs de cueillette en sous-bois. Mais dans le camp des puristes, cette invasion via les smartphones est plutôt indigeste. Quelqu'un qui utilise un smartphone n'est pas censé connaître le vocabulaire important. Et puis bon, la photo ne va pas pouvoir déterminer l'odeur du champignon. C'est très difficile, même lorsqu'on fait sentir un champignon, certains vont trouver 2 odeurs différentes. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très simple. Donc l'application ne peut pas dans ces cas-là permettre d'identifier. Pour y voir plus clair, les spécialistes organisent régulièrement des expositions. Les pharmaciens aussi peuvent aider. Et les livres très documentés ont toujours leur préférence pour éviter tout risque de confusion. La manite des Césars, qui a le chapeau très orangé, sans entache. Puis à côté, vous avez la phalloïde, alors qui est difficilement
confondu avec la manite des Césars, mais c'est déjà arrivé. La manite phalloïde peut être mortelle. Jugées incomplètes par les mycologues avertis, les applications ne font pas l'unanimité. C'est dangereux. Pour la consommation des champignons, moi je dis que si on est raisonnable, il ne faut certainement pas s'appuyer sur les reconnaissances qu'on peut trouver sur les différentes applications d'Internet. Quand il s'agit d'aller reconnaître quelque chose sur Internet, de dire bon si c'est bon je le consomme, ça c'est vraiment une pure folie. Octobre arrive, la saison des champignons démarre. Bonne cueillette à tous et prudence. Monique de Marco, restons en forêt. Nous sommes en pleine période du brame du cerf. Dans le Limousin, l'une de nos équipes a rencontré une photographe passionnée qui, chaque année, suit cette parade amoureuse entre les cerfs et les biches. De très belles images, regardez. Le cerf, si fort mais si fragile. Durant cette période du brame, il n'est pas du tout dans son état normal. Il ne mange pas, il se bat, il est désorienté. Il perd jusqu'à 25% de son poids. C'est sa période de reproduction, en fait, ça va se passer sur 3 semaines, 1 mois maximum dans l'année. Donc c'est vraiment pour lui une période très importante où il met en jeu l'avenir de son espèce. Donc c'est vraiment très éprouvant pour lui, en fait, physiquement et émotionnellement. Depuis l'enfance, Ananda Joannet est passionnée par les animaux et la nature. Aujourd'hui, photographe professionnelle, c'est son regard, sa sensibilité qu'elle aime faire partager. Je me suis dit pourquoi pas immortaliser ces petits instants de vie des animaux sauvages et leur donner vie et capter une émotion que d'autres personnes ne pourraient peut-être pas avoir de visu. Donc ça me permet de partager ces moments que moi j'apprécie et montrer mon œil un peu de personnes passionnées de la nature et des animaux. Des moments précieux, des cadeaux de la nature que certains tentent de voler sans aucun respect de l'animal et de son milieu, au risque tout simplement de le mettre en péril. Avec les réseaux sociaux, si vous voulez, il y a une montée en puissance de la connaissance du brame et les gens veulent voir et observer, ce qui paraît logique, mais ne respectent pas forcément certaines distances à avoir, une certaine éthique en fait par rapport aux cerfs. Donc les cerfs en fait liés à ces comportements craignent et donc restent reclus dans les bois la plupart du temps et brament essentiellement la nuit en fait maintenant. En période de brame, le cerf est plus dangereux qu'en temps normal. Si vous souhaitez tout de même l'entendre, restez dans votre véhicule en bord de route, ne claquez pas les portières, n'éclairez pas, n'entrez pas dans la zone boisée ou la prairie. Sa quiétude fait sa force. L'émission touche à sa fin. Avant de se quitter, Monique de Marco, regardez cette image. Elle date de dimanche dernier. Elle va s'afficher d'ici quelques secondes. Des skieurs dans les Pyrénées au mois de septembre. Un spectacle aussi rare que surprenant, peut-être même inquiétant, je dirais. Cette image de neige. Ah, d'accord, tout à fait. Très inquiétant. On sent bien qu'il commence à y avoir un dérèglement climatique, je dirais, avec cette image-là, dans la mesure où septembre, de la neige dans les Pyrénées, c'est rare. L'image date du 26, c'est 26 septembre. Oui. Donc on sent bien qu'il y a un dérèglement des saisons, vous voyez bien, et un dérèglement climatique général. Et c'est très inquiétant. Je disais, nous arrivons à 2 saisons bientôt. Une saison pluvieuse, une saison sèche. Et on l'a vu cet été, très sec, et nous allons avoir un hiver très pluvieux. Donc il est urgent d'agir parce que le climat, lui, continue à se dérégler. C'est la fin de cette émission. Merci Monique de Marco de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes la sénatrice Europe Écologie Les Verts de la Gironde. Vous avez été élue dimanche dernier. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une excellente soirée sur Noah.